Bienvenue dans la seconde partie de l'interview de Sébastien Lost, un designer multifacette issu du milieu de l'architecture. Dans cette seconde partie, nous allons approfondir sa vision du design et il va nous transmettre ses meilleurs conseils pour l'avenir. Bonne écoute. La saison 5 de Parlons Design est sponsorisée par The Kakatoes Theory, le site des product design. Donc des gens qui sont en plus hyper pointus dans leur domaine, chacun apportant quelque chose, et pourtant l'idée qui était là à la base, à la fin tu la retrouves, et le discours initial que l'architecte tenait sur le projet, il est capable d'avoir le même discours à la fin, comme si le projet n'avait pas changé, comme si l'idée initiale et l'objet final, c'était complètement normal que les deux vont ensemble et qu'ils se correspondent. Ça, je trouve que c'est un vrai défi dans le design intégré, c'est-à-dire dans le design intégré en entreprise, donc dans le processus, quoi, où plein de gens interviennent. Donc ça, c'est des défis qui sont très intéressants. Et souvent, ils sont vus d'un point de vue méthodologique. Et je trouve que c'est bien aussi de le voir un peu du côté du sens, de ce qu'on veut faire passer dans un projet, de l'idée, quoi. Et comment tu l'appréhendes du coup, cette problématique presque, toi, concrètement au final ? En questionnant beaucoup, en essayant de parler beaucoup, d'être le plus clair possible, mais ça veut dire aussi souvent d'être... Moi, par exemple, c'est compliqué pour moi sur certaines phases de passer le relais. Sur les projets où je vais avoir un rôle de conception, on va dire, c'est difficile. Donc ça demande effectivement d'avoir une capacité à travailler en équipe et surtout à discuter beaucoup. Moi, je trouve que on manque un peu d'espace de réflexion, de réflexion, d'échange de réflexion verbale sur des points de philosophie, je dirais presque. C'est-à-dire où est-ce qu'on veut aller avec ce projet, qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait. Alors, tu as des entreprises qui le font très bien, qui mettent vachement en avant la vision, les valeurs. Et là, on est un peu dans cette idée du coup du sens. Mais je pense que plus on va vers cette idée du sens et d'être précis sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, et plus on obtient un produit qui a une identité forte et qui est cohérente par rapport à l'idée qui était l'idée initiale du produit. Mais c'est aussi, ça passe aussi par ces idées autour du ton, le ton que tu donnes à un produit, la tonalité que tu vas lui donner. Ce qui me semble intéressant, c'est de remettre aussi un peu sur le devant de la scène cette idée que dans un projet, il y a du sens, quoi. Et qu'on peut réussir à faire passer du sens dans les choses et qu'il y a une vraie importance à le faire, quoi. Et que c'est aussi notre rôle à nous, les designers, d'avoir un petit peu cet apport-là. Ah ben, d'ailleurs, sur cet apport, je vais pouvoir retomber sur mes pattes avec la prochaine question que j'avais prévue. T'es plutôt touche à tout du numérique aujourd'hui. Enfin, tu fais donc principalement du design produit, design de service, mais tu as eu aussi des expériences en développement, notamment du développement front. Donc j'imagine que dans cette transition, dans cette discussion, dans cette création du produit, ça t'apporte des choses. Aujourd'hui, comment est-ce que tu utilises ces compétences-là pour mieux dialoguer? Est-ce que c'est un vrai atout ou est-ce que finalement ça complexifie la chose parce que tu essayes trop d'apporter ta patte dans ce domaine-là où il y a quelqu'un qui peut s'en charger? Comment tu le perçois, cet aspect un peu touche à tout? Est-ce que c'est un atout finalement? Ouais, bien sûr, c'est un atout. C'est un atout, et puis en fait, moi je retrouve dans ma façon d'être dans les projets digitaux, je retrouve ce que j'ai appris et ce qu'on fait quand on est architecte. C'est-à-dire, c'est cette idée justement d'être en capacité de parler tous les langages
de tes interlocuteurs. C'est-à-dire au même titre que quand tu es architecte, tu dois être capable de parler avec un maçon ou un ingénieur structure, donc des gens qui font quand même des choses extrêmement différentes. De la même façon, quand tu es designer dans le numérique, il faut avoir la capacité de comprendre ce que dit un UX researcher autant qu'un développeur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je m'éclate dans le digital. Et si j'étais un peu enfermé, je dirais, uniquement dans un aspect, je suis pas sûr que j'y trouverais mon compte. Il me semble que pour moi, moi j'ai un peu une vision un peu old school, on va dire, du design, c'est-à-dire que même si tout le monde s'évertue à dire la licorne n'existe pas, etc. Donc la licorne, c'est le profil qui serait capable de tout faire. Je suis assez d'accord sur l'idée que le profil qui est capable de tout faire n'existe pas. En revanche, le profil qui est capable de parler à tout le monde, lui, il existe. Et je pense que moi, je trouve que c'est un des profils les plus intéressants et c'est plutôt vers ça que je tends. C'est-à-dire cette idée de suivre un projet, de l'amener d'un point A, en l'occurrence du tout début jusqu'à la fin, de le suivre, d'essayer de l'accompagner et de faire en sorte qu'il trébuche pas, qu'il se perde pas en chemin. Parce que ça, je trouve que c'est le truc le plus récurrent dans les projets de design, c'est parfois le moment où clac, on perd un peu un truc. Il y avait une idée, puis parce que on est passé d'une compétence à une autre, d'une personne à une autre, d'une équipe à une autre, paf, il y a une perte. Ce qui nécessite du coup des organisations de plus en plus élaborées, avec des outils de plus en plus techniques pour essayer de pas perdre les informations, etc. Mais l'idée d'un profil qui suit un peu comme ça un projet, pour moi, ça me parle, ça. Et donc oui, le fait d'avoir des compétences multiples, d'être passé par plein de choses, j'ai fait du graphisme, j'ai fait du dev front, j'ai fait un petit peu de dev back, mais j'avoue que c'est pas trop ma tasse de thé. Enfin, en tout cas, je suis pas très bon en dev back. De l'UI, de l'UX, du design produit, etc. Ouais, je suis passé un peu par tous les stades. J'ai bossé pour des concepts d'innovation, des choses comme ça. J'ai fait beaucoup de choses, ça m'a plu. Je l'ai fait un peu parce que quand t'es freelance, encore une fois, t'es pas forcément c'est pas forcément, c'est pas comme quand t'es salarié. Quand t'es salarié, ton poste, il est écrit sur ta fiche de paye. Il y a écrit que tu es designer UX, donc t'es designer UX. D'une certaine façon, tu es la case dans laquelle on te met, sans agressivité aucune envers les salariés designers UX ou autres. Quand t'es freelance, il y a une difficulté particulière, c'est que ton intitulé de poste, c'est toi qui l'invente et c'est toi qui le crée, et que d'une certaine façon, tu tombes assez vite dans l'idée que tu peux pas t'empêcher de te dire que cet intitulé, c'est toi qui as décidé de le mettre sur ton LinkedIn ou sur ton profil ou sur je ne sais quoi, et qu'à un moment donné, il va quand même falloir que tu prouves que tu es la personne que tu dis être. Donc les intitulés de poste peuvent changer rapidement, et puis parfois les intitulés de poste, ils changent aussi en fonction des missions qu'on te propose, hein. Moi, quand j'ai commencé en freelance, on m'a proposé du graphisme parce que ou plutôt j'ai trouvé du graphisme à faire, donc j'ai fait du graphisme. Et puis un jour, tu as un gars qui te demande si tu peux aussi le coder en HTML, tu dis ouais, ok. Et puis c'est en faisant que tu deviens finalement. Ouais, finalement, cet aspect cette posture de freelance t'invite à évoluer beaucoup plus rapidement au fur et à mesure des besoins, des opportunités, que dans un rôle d'employé, où dans ce cas-là, il y a, comme tu le disais, un cadre qui est fixé, et de manière tout à fait logique, hein, on t'emploie sur du long terme pour faire une mission en question, et là, ton profil de freelance t'a invité par petites touches au fur et à mesure à expérimenter plein de sujets, ce qui aujourd'hui donne cette vision un peu globale, et cette vision de, sur le long terme, devenir de plus en plus bon à discuter avec l'ensemble des profils, et du coup à mieux s'intégrer dans le projet, être capable
d'être l'initiateur en tant que designer, en tout cas de faire partie des initiateurs, et derrière de s'assurer que ça va atteindre l'objectif initial, réussir à porter cette idée, le driver initial, quoi, et pas juste une version affaiblie, ramollie d'un concept potentiellement Absolument. fort. Absolument, mais c'est pas juste. Alors pour préciser, c'est pas. Je suis pas sûr que ce soit juste le statut de freelance. Il y a aussi une part importante qui est la part autodidacte. Moi, j'ai une formation d'architecte. Aujourd'hui, je suis dans le digital, donc tu comprends rapidement qu'en fait, je suis 100% autodidacte du digital. Et si au lieu d'avoir fait des études d'architecture, j'avais fait des études, j'en sais rien, de développeur, aujourd'hui, 15 ans après, je serais sans doute toujours développeur freelance. Je veux dire par là que si ma formation initiale m'avait permis d'être un freelance accompli dès le début, j'aurais pas nécessairement choisi d'aller picorer à droite et à gauche. Bon, après, c'est aussi dans ma nature, hein, bien sûr. Mais moi, je suis passé au numérique par curiosité, en fait. C'est-à-dire qu'en 2005, je quitte Paris, où je faisais mes études d'archi. Je pars en Normandie rejoindre mon amoureuse. Du coup, je m'éloigne de l'architecture. Je suis content, je suis avec la personne que j'aime, voilà, tout est beau, tout ça. J'ai pas envie de bosser, voilà. Euh, et du coup, je passe surtout du temps à faire des trucs, machin, tout ça. Et puis à un moment donné, tiens, Internet, il se passe des trucs, c'est cool. Tiens, je vais regarder. Et en fait, moi, je découvre ça un peu par hasard. Hein. En 2005, je découvre les blogs, des choses comme ça. Ah, c'est trop cool. Tu peux avoir un site hyper facilement. Tu peux créer un site hyper facilement. Tu peux customiser un site Internet hyper facilement. Il y a eu quand même aux alentours de 2005 une espèce de révolution de l'Internet qui fait que il y a eu un accès hyper simple, hyper ouvert pour des gens qui avaient peu de connaissances et qui avaient envie quand même de rentrer un petit peu dans cet univers. Moi, je suis rentré comme ça, hein, c'est-à-dire vraiment, je connaissais rien à Internet et puis je m'y suis mis petit à petit et puis en quelques mois, quelques semaines, je bossais. Enfin, j'étais payé pour faire des choses sur Internet. Donc euh, c'est sans doute, c'est sans doute plus l'aspect autodidacte qui fait que que tu picores d'un domaine à un autre et que tu apprends un peu dans les différents domaines, plus que l'idée d'être freelance. Freelance, finalement, ça veut juste dire que tu réponds pas à un patron, mais que tu réponds à un client. La différence fondamentale, elle est surtout là, quoi. Ouais, c'est la curiosité, c'est cet aspect autodidacte, comme tu disais, qui t'a d'abord porté vers ces domaines-là, qui t'a permis d'en apprendre d'apprendre sur plein de sujets différents, de découvrir tout ça. Et le freelance, l'état freelance, c'était plus un moyen de transport qui te permettait d'utiliser ces compétences que tu venais d'acquérir pour des clients Ouais, au fur et à mesure. absolument. Mais autodidacte, en réalité, aujourd'hui, tout le monde est autodidacte parce que on va tous regarder des tutos sur YouTube, on suit tous des webinaires, etc. Moi, j'ai des étudiants de troisième, quatrième année, cinquième année en design digital, en UX design, etc. Je vois bien, il y a plein de trucs qu'ils savent. C'est pas des trucs qu'ils ont appris à l'école, c'est des trucs ils font des tutos, ils regardent des webinaires, ils demandent, ils se refilent des astuces entre eux, ils s'apprennent des choses entre eux. Donc on est tous dans ce milieu-là aujourd'hui, on a tous une part d'autodidacte. C'est clair, c'est clair, c'est clair, et c'est une opportunité, hyper intéressante qui permet vraiment de pousser des choses déjà qui nous plaisent souvent, parce que quand on va apprendre par nous-mêmes, souvent il y a un côté plaisir qui vient s'y inviter, valorisant et différenciant aussi potentiellement. Ouais, mais ça montre aussi d'une certaine façon que peut-être il n'y a pas. Alors c'est encore un autre sujet. Arrête-moi si je pars, si je divague, mais ça montre aussi c'est un plaisir. En termes de pédagogie, par exemple, aujourd'hui, il y a quand même un flou sur les métiers du design. Tout à l'heure, tu parlais des terminologies. Alors,
est-ce que tu es UX researcher, UX designer, UI, UX, UX, UI, product designer, designer de service. L'autre jour, je me suis amusé à faire une liste. Enfin, je sais plus, j'en ai 40. Enfin, et on sait plus trop qui fait quoi, qui est qui. Si je mets cet intitulé de poste ou celui-là, est-ce que ça fait vraiment une différence? Est-ce que ça dit la même chose ou pas, etc. Et ça, cette confusion dans les titres, elle est nocive. Elle est nocive à notre. Elle est nocive pour nous qui sommes dans le milieu. Elle est nocive pour les étudiants qui s'y perdent, qui savent plus trop à quoi on les forme. Elle est nocive pour les écoles qui se trompent dans leur formation, qui pensent faire des formations en UX design alors qu'en fait ils font des formations en UI. Elle est nocive pour les clients qui n'y comprennent rien, qui pensent avoir besoin d'un UX, qui réclament un UX alors qu'en fait ce qu'ils cherchent c'est un UI. Elle est nocive aux recruteurs. Donc il y a aussi, c'était surtout pour dire ça que j'étais parti là-dessus, il y a aussi effectivement un problème de pédagogie, c'est-à-dire que je disais on est tous autodidactes, mais c'est peut-être aussi parce que finalement il n'y a pas une formation bien carrée, bien établie qui te permet de te dire ah ça ok quand j'ai fait cette formation je suis bien product designer, ah tiens quand j'ai suivi ce cursus je suis bien UX researcher. Il y a quand même un flou actuellement qui fait que on a presque une obligation d'être au moins un peu autodidacte, c'est-à-dire de venir renforcer la formation qu'on aurait eue. Ouais, c'est complètement. À l'heure où on enregistre ce podcast, je suis en recherche de stage. Donc, si tu as besoin, je pourrais venir contribuer à ta liste de noms de postes parce que j'en ai vu un paquet, des variés, des très étonnants. Et en fait, ce qui est fou, c'est que même sur le même nom de poste, les définitions peuvent être complètement différentes, s'entremixer, ne pas correspondre du tout, s'intervertir avec d'autres postes, et c'est vrai que c'est un flou assez compliqué, et j'avais pas du tout pensé à cet aspect, mais c'est complètement vrai. C'est en partie ça finalement qui nous oblige à nous adapter, parce que même dans un poste où on pense être formé pour, correspondre pour, il y a peut-être un petit aspect qui va être attendu et que finalement on maîtrise pas tant que ça, et donc on va devoir le pousser, devoir le chercher. C'est en effet un problème, et en même temps c'est peut-être une belle opportunité, parce que ça nous évite de rester enfermés un petit peu dans ce qu'on sait déjà faire, et ça nous invite de manière quasiment permanente à pousser les choses un petit peu plus loin. Une opportunité ou un danger? Clairement, c'est une opportunité. Enfin, le fait que tout ça soit pas trop figé, c'est une opportunité. Ouais, le petit point de vigilance que j'y vois, c'est plus sur le fait qu'il y a des gens qui veulent se former et que souvent, les gens qui veulent se former, ils ont l'envie de bien faire, de passer par la bonne porte, on va dire. Et j'en vois beaucoup, je discute avec beaucoup de gens qui sont perdus par rapport à ça parce que ils n'ont pas la maturité nécessaire pour se rendre compte, la maturité ou juste le recul, tout simplement nécessaire pour se rendre compte qu'effectivement, il y a peut-être une opportunité qui est que dans une zone de flou, bah, tu peux arriver flou, ça se verra pas. Là où si demain tu veux devenir médecin, bah, il va falloir que tu aies fait des études de médecine. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Là, chez les designers, on a dans le design d'une manière générale, on a cette opportunité-là qui est que tu peux venir te glisser un peu avec ton profil qui parfois sera un peu bancal ou un peu atypique. C'est pas très grave. Mais le fait est que quand même, il y a quand même un moment où les intitulés de poste, ils apparaissent. Moi, je vois des gens qui disent « Ouais, les intitulés de poste, on s'en fout, c'est pas grave. Allez, soyons dingues. »
Mais c'est faux, ça se passe pas comme ça. Un recruteur, quand il recrute, il y a un intitulé de poste sur son annonce. Une agence, quand elle recrute, il y a un intitulé de poste. Il n'y a pas écrit on veut un gars cool ou une nana cool qui sait faire ci, qui sait faire ça. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut quand même bien résumer le truc pour que ça rentre dans le champ du formulaire et que en 3 mots, ça dise qu'est-ce qu'on cherche. Donc, il y a quand même, à un moment donné, il va quand même falloir, à un moment donné, se pencher sur cette question-là parce que il y a des gens qui vont... Il y a aussi de la déception, si tu veux. Il y a aussi des gens qui se forment. Encore cette semaine, quelqu'un m'a envoyé un message en me disant j'ai besoin de conseils. Je suis dans une formation du UX design. Là, je suis en alternance. Ça se passe pas bien parce qu'on me fait faire des maquettes. Est-ce que c'est moi qui me suis trompé? Est-ce que c'est la formation dans laquelle je suis qui ne fait pas ce à quoi elle devrait me former? Donc tu vois, les gens sont un peu paumés, quoi. Et moi, c'est ça le truc qui m'embête un peu dans cette avalanche de terminologie là. Ouais, mais complètement. Ouais. Toi qui es du coup très proche d'élèves ou en tout cas de personnes en formation, c'est sûr que tu dois énormément le ressentir et c'est assez important d'avoir aussi ce point de vue-là qu'on peut facilement oublier en fait si soit on s'est habitué un petit peu à ce bain-là ou si on est un petit peu détaché de cet aspect-là. Pour terminer cette interview, j'ai 2 questions plutôt courtes qui t'attendent. Et justement, on parlait de designer en formation. Si tu avais un gros conseil, un message à faire passer, parce que la plupart des auditeurs de ce podcast sont relativement jeunes dans le monde du design, quel message est-ce que tu aimerais leur faire passer? Bah, surtout, ce serait un conseil, c'est de faire le plus de projets possible. Ça veut dire se confronter à des projets et les faire vraiment. Ça veut dire aussi se confronter ensuite à l'avis de ses pairs, à l'avis des utilisateurs, etc. Sachant que faire un projet, c'est comme quand j'étais en archi, faire un projet, c'est rien. Il y a besoin de rien pour faire un projet ou quasiment rien. Hein. Tu peux t'inventer une sorte de side project, etc. J'ai plein d'étudiants, plein de gens qui veulent se former aussi, qui me contactent sur LinkedIn par exemple, qui me demandent comment il faut faire, est-ce qu'il faut un portfolio, etc. Et qu'ils ont pas de portfolio, alors que avoir un projet bien fait dans ton portfolio, c'est pas compliqué du tout. Il suffit juste de le faire, quoi. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais il faut se donner le temps. Donc si j'avais un conseil, c'est faire. Et puis un deuxième conseil, ce serait de se cultiver. Parce qu'en fait, il y a aussi une certaine un certain lâcher prise, je trouve, par rapport à la culture dans le design. Il y a des gens qui ont une très grande culture graphique, par exemple, et qui communiquent sur Internet sur ces sujets. C'est des gens qu'il faut suivre. Il y a beaucoup de gens qui font de très bonnes interventions que tu peux trouver sur Internet. Il faut regarder. Il faut avoir aussi une culture du design qui soit autre que juste faire. En fait, pour moi, il y a vraiment les deux. Il faut être capable de faire et montrer ce qu'on fait, mais il faut être aussi capable de comprendre pourquoi on fait les choses et d'être capable de les expliquer. Ouais. Donc il y a vraiment pour moi toujours ces deux notions qui sont imbriquées. Eh ben, deux très bons conseils, faire et se cultiver, c'est noté. Merci beaucoup. Et la dernière petite question, là on va partir beaucoup plus détendu, beaucoup moins sérieux. Selon toi, aujourd'hui, là on est début 2022, mars 2022, à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est quoi un petit peu le sujet, le domaine que t'aimerais explorer ou que tu recommanderais d'explorer? On entend parler de métaverse, les assistants vocaux, c'est la fête, le no-code, les projets low-tech. Est-ce qu'il y a un petit domaine comme ça, tendance, qui te tente ou que t'aimerais explorer? Ouais, alors je suis pas sûr d'aller dans ton sens par contre. Moi, aujourd'hui, je pense que il faut aller vers la décroissance, je dirais. Donc je dirais qu'il est temps de se poser la question comment on peut être designer et ne pas produire? Comment on peut être designer,
pas être dans la production et pas être dans le capital. Enfin, je suis pas marxiste, hein, mais je crois que on a des réponses à apporter à cette question-là. Tu sais, on dit, les designers aiment bien dire, ouais, moi je suis un problem solver. Donc c'est bien d'être un problem solver. Aujourd'hui, je crois que il y a des problèmes qui sont vachement importants et qui demandent que ça, qu'on apporte des solutions. Donc les designers, je crois qu'ils ont un vrai rôle à jouer par rapport à ça. À comment on peut faire pour apporter des solutions qui vont aller vers sans doute la décroissance. Comment est-ce qu'on peut être designer sans créer de la surproduction, de la surconsommation, etc. Ça, c'est des belles questions. Je trouve que c'est des questions qui méritent vraiment qu'on y réponde. Et si la réponse, elle passe par le métaverse, le Web3, le NFT ou je ne sais quoi, pourquoi pas? Mais je sais pas, je demande à voir. Eh bah super, super réponse, super intéressant en tout cas. J'imagine qu'on pourra te suivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et que tu aborderas peut-être ces sujets sur LinkedIn ou d'autres plateformes. Absolument. Être designer et ne pas produire, une belle vision en tout cas, et qui me parle complètement. Même si, comme tu l'as remarqué, j'ai essayé de te lancer plein de mots de tendance en début de cette question. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as raconté, livré pendant ce podcast, plein d'idées hyper intéressantes à creuser. Moi, je t'avoue que j'ai beaucoup aimé, enfin voilà, tout ce que tu nous as raconté sur la Villa Lemoine et comment ça a sculpté un petit peu plein d'idées, plein de relations dans ta réflexion design. Donc merci à toi. Pour terminer ce podcast, je vais te laisser la parole pour dire peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver, pour dire un petit mot si tu veux faire passer un petit mot. Voilà, je te laisse la parole pour terminer ce podcast. Moi, j'ai rien prévu en plus, là tu me prends un peu au dépourvu. Bah écoute, ouais, effectivement, tout à l'heure tu disais peut-être que j'en parlerai, peut-être que j'écrirai. Donc oui, j'ai pris la drôle d'habitude depuis quelque temps de livrer un peu des réflexions sur LinkedIn. Je suis pas trop sur les réseaux sociaux, mais je suis sur LinkedIn. J'essaye de livrer un petit peu des réflexions de temps à autre sur le design, en essayant de donner un peu de valeur, en essayant d'apporter une contribution. Puis quand j'aurai plus rien à dire, bah, je me tairai. Donc pour ceux que ça intéresse, ouais, pourquoi pas, on peut se retrouver là et discuter de différents sujets. Et c'est aussi par ce biais qu'on peut me contacter pour des projets ou pour discuter. Merci à Sébastien pour son temps, c'était un véritable plaisir de discuter avec lui et j'espère que cela vous aura tout aussi plu. Pensez à vous abonner à Parlons Design pour ne pas rater les prochains épisodes et en apprendre plus sur le design numérique grâce à des outils, des méthodes, des conseils, des idées et même parfois des invités. À la semaine prochaine, salut. Parlons design.